C'est pas, il est marchand, même si il est progressiste, mais bon. Donc c'était une résidence, ce livre prolonge une résidence d'écrivain que j'ai menée à Nanterre, autour d'une mobilisation à la ferme du Bonheur. Ensuite, je suis allé à Notre-Dame-des-Landes pour comparer un petit peu les types d'engagement et enfin je suis allé au Larzac pour vérifier s'il y avait une sorte de filiation historique entre les différentes mobilisations et en même temps je dénonce, il y a une partie quand même qui dénonce ce que j'appelle la financiarisation de la ville. Donc voilà, c'est vendu ici par une personne qui est juste derrière. Moi je suis toujours très embêté quand on me rétorque attention au discours du tous pourris. Vous avez raison, parce que ça fait le lit du Front National. Alors je dis pas des extrêmes, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui les médias ont tendance finalement à ramener le Front de gauche au même plan que l'extrême droite. Or c'est très malhonnête intellectuellement, parce qu'il ne me semble pas avoir entendu dans la bouche de militants du Front de gauche des propos racistes, discriminants et ségrégatifs. La préférence nationale n'est pas dans le programme du Front de gauche, elle est dans le programme du Front National. Alors, la question importante que moi j'entends à travers tout ce questionnement, elle porte sur, et c'est pour ça que j'ai commencé par Disney, comment est-ce qu'aujourd'hui on fabrique des villes? Et c'est pour ça que je dis, j'ai entamé mon propos sur finalement la dédémocratisation finalement de la fabrication des villes et donc inévitablement la fin des destinées collectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fabrique des villes et Disney l'a instauré. Avant Disney, la Défense, quartier d'affaires, qui est aujourd'hui une vraie ville. Au départ, c'était des tours. Ensuite, il y a eu une dimension culturelle qui a été inscrite à travers la construction de la Grande Arche. Ensuite, et vous avez donc depuis de l'habitat, plutôt Courbevoie, aujourd'hui Nanterre, bientôt jusqu'à Château. Le projet Europa City, il s'appuie sur un même type de développement. C'est-à-dire qu'on construit du loisir et du commerce. Pour aller à grands traits, avant, du moins, il y a eu un temps où on faisait l'église, elle était au centre du village, et cette église-là, aujourd'hui, c'est le centre commercial. Je suis athée, mais en même temps, on peut imaginer ça comme ça. Voilà, le temple. Bon, vous voyez, comme je suis vraiment athée. Et donc, ce qui est très malhonnête, c'est que, et les élus, et là-dessus, je suis insistant parce que je pense que c'est incontestable, défendent une vision économique d'un projet, nonobstant le fait que autour d'une base de loisirs, autour d'une orientation commerciale, vont s'agréger. Ça n'est pas dans un projet peut-être d'emblée, mais on sait que les choses elles se passent comme ça. C'est ce qui s'est passé dans cette ville privatisée. Ici, il est en train de, finalement, ce qui est en résonance, ici, c'est un mode de ville privatisée. Qu'est-ce que c'est qu'une ville privatisée? C'est-à-dire que c'est pas une ville clôturée, c'est pas une enclave, mais c'est un lieu, finalement, qui cible un type de population, qui cible un type de catégorie sociale, qui vont habiter autour d'une forme urbaine. Cette forme urbaine, c'est un centre commercial, ce sont des lieux de loisirs, et donc finalement tout ça, ça indique une orientation d'une destinée collective, parce que pour moi la ville c'est ça, c'est comment faire ensemble, comment faire de l'altérité, et en même temps comment se projeter en commun, parce que la ville c'est aussi de la confrontation, c'est aussi du débat. Dans ce genre de lieu, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de confrontation, il n'y a qu'un cahier des charges qu'il faut respecter, et celui qui fait le cahier des charges, c'est celui qui décide. Et en l'occurrence, c'est Imochamp ici, c'est la société Euro Disney là-bas. Et moi j'ai envie de vous lire, avant de répondre aux dernières questions, un propos d'un sociologue qui s'appelle Paul-Henri Chambardelot, dont je regrette toujours que ce sociologue extrêmement pointu, intéressant et qui a été l'un des rares finalement à anticiper ce qui était en train de se développer.
il avait publié une tribune dans Le Monde au milieu des années 70 contre le projet de la défense. Et ce discours aujourd'hui, dont on pourrait penser qu'il est neuf, hein, autour de ce débat finalement manichéen, nos emplois contre le foncier, il était déjà là dans les années 70. Le problème général, je le cite, qui est posé, celui de la conception de la décision. Oui ou non, la décision d'urbanisme est-elle prise en tenant compte des besoins et des aspirations de toute la population et de tous les groupes qui la représentent? Pour l'instant, il n'est même pas tenu compte des instances officielles existantes créées pour la consultation. À plus forte raison, les associations d'usagers, les syndicats, les associations familiales, les partis politiques de la minorité ne sont-ils pas écoutés? Un autre argument lié au premier, j'arrive à la fin, est l'intérêt supérieur de la croissance économique. On est en 1974, hein, pour le plus grand bien, en principe, de la population elle-même. En fait, en premier lieu, au bénéfice d'une classe privilégiée, avec les conséquences trop connues maintenant pour l'environnement. Donc, rien de neuf, rien de neuf. Donc, évidemment, madame, vous avez raison, quelle société on veut? L'urbanisme, c'est pas que une conception de loisirs, c'est pas que de l'architecture, c'est pas que des façades. L'urbanisme, c'est comment on fait commun. Et ce commun-là, de mon point de vue, il est essentiel. Et donc tout le discours très malhonnête sur la primauté de l'économique sur le politique, la ville, c'est économique. C'est économique. Et je trouve qu'il oriente finalement de manière très insincère un débat. Grosso modo, on va vous dire, vous êtes finalement des gens qui argumentez sur un discours d'assistanat, sur un discours finalement hyper réactionnaire, puisque vous ne voulez pas d'économie, vous ne voulez pas d'emploi, finalement, vous êtes vous êtes dans une sorte d'action collective à votre seul profit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'incliner et qu'il faut accepter la domination capitalistique en matière de forme urbaine. Et moi, je trouve que c'est très très malhonnête cette façon de présenter le débat. Alors, monsieur, vous avez raison. On est dans une dynamique métropolitaine. C'est pour ça que moi, je pense que le maire de Paris ne doit pas être élu uniquement par les habitants qui vivent à Paris, mais par tous les Franciliens. Je pense que les Parisiens, finalement, qui seraient les seuls décisionnaires d'une programmation en matière urbaine à Paris, captent finalement toutes les attentions. Moi je pense que ce qui se joue à Paris impacte, on l'a bien vu avec la Défense, on le voit avec Saclay, on le voit parce que ce Grand Paris, il est là d'abord et uniquement pour poser Paris comme étant une des 5 villes-mondes du territoire. Est-ce que Paris sera le tiers-monde de Londres, ou est-ce que ce sera... Parce qu'actuellement, regardez tous les discours, hein, finalement, Londres, ville créative, Londres, finalement, la ville dominante. Moi qui ai passé, et je cite dans le livre, à l'occasion d'une étude sur la révolte sociale à Tottenham, donc j'ai passé du temps, j'ai enquêté sur tout le nord-est de Londres, et comment il a été impacté par les JO. Ça va être votre prochain obstacle. Les JO comme un accélérateur. Parce que vous luttez, on lutte contre des acteurs économiques, contre un lobby spéculo-marchand. Mais on va lutter encore contre un adversaire plus terrible, parce qu'il va occuper toute la sphère médiatique et politique, c'est les Jeux Olympiques. Quand j'entendais le maire de Aulnay-sous-Bois, finalement, considérer que Aulnay-sous-Bois aura sa part et que les Jeux Olympiques auront leur part. Je suis arrivé par le RERB tout à l'heure, je vois ces gamins finalement posés, souriants, etc. Nous sommes, je sais plus quoi, les Jeux Olympiques, etc. On sait, parce qu'il y a des études qui ont été faites, l'impact social, l'impact environnemental sur ce qui se joue. Et moi, je suis Imochan, je suis heureux de ce qui se joue, je suis heureux de cette décision politique. Je suis Bouygues, je suis heureux, je suis Vinci, je suis heureux. Par contre, je suis démocrate, je suis triste. Juste pour finir, moi je crois que, et c'est ce que je montre dans le livre, les gens n'ont pas soif de la politique, parce que je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ils ont soif du débat, ils ont soif
d'une existence sociale qui est dans la relation à l'autre. Ils ont soif dans quelque chose qui est comment on fait commun. Le problème, c'est qu'ils sont seuls. Je pense par exemple à ce qui se joue à la ZAD. La ZAD à Notre-Dame-des-Landes, vous avez quantité de gens qui sont sympathisants, qui sont militants, qui viennent les voir, mais ce sont des gens qui s'agrègent sur des choses très très fragiles, pas toujours très sincères. Et si je dis ça, c'est parce que je pense à ce qui s'est joué après les incidents lors de la manifestation à Nantes, tout le débat qui a porté au sein des zadistes, et les zadistes ont été confrontés à quelque chose de très rugueux avec cette question. Puisque vous avez agi de manière violente, vous allez nous aliéner tous les sympathisants qui sont ici et là. Or, quand il y a violence d'État, la question c'est est-ce qu'on répond par de la violence? Merci.